Ceci est une carte du métro de Pyongyang. Si vous ne l'avez jamais vue auparavant, cela peut sembler trop petit pour être considéré comme un métro, mais c'en est un, et c'est le seul de toute la Corée du Nord. Il n'y a que deux lignes, la ligne Cholima et la ligne Hyoksin, et chacune d'elles compte 8 stations, pour un total de seulement 16 stations au total. C'est évidemment très peu, surtout si on compare cela à une carte du métro de Séoul, appartenant à leurs rivaux de la Corée du Sud, qui élite l'un des meilleurs, voire le meilleur métro du monde entier. Mais cela est bien sûr à prévoir. La Corée du Nord est le pays le plus isolé au monde avec une économie fermée, ce qui, par conséquent, la rend très pauvre. Ils suivent l'idéologie du juche, qui met l'accent sur l'autosuffisance et l'indépendance extrême. Le problème est que la construction et l'entretien des métros sont extrêmement coûteux, ce qui est tout simplement inabordable. Mais plus encore, les métros dépendent souvent de composants importés spécialisés, auxquels ils n'ont pas accès sur le marché mondial, ou du moins très rarement. On peut le voir avec leurs trains de passagers. Depuis 1997, le métro de Pyongyang utilise principalement d'anciens trains de la classe D de l'ex-Allemagne de l'Ouest, provenant du métro de Berlin. Datant des années 50, ils ont simplement reçu une nouvelle livrée rouge et crème, avec des portraits de Kim Jong-un et Kim Jong-il à chaque extrémité de la rame. Certains d'entre eux ont même des graffitis allemands gravés sur leurs vitres depuis longtemps. Mais ce n'est pas le sujet. Si l'on regarde comment le métro de Pyongyang fonctionne réellement, il s'en sort plutôt bien compte tenu de la situation, grâce à une aide technique de leur plus proche allié, la Chine, qui excelle dans les transports publics. Ils accueillent entre 300 000 et 700 000 passagers par jour. Ou si l'on prend la moyenne, cela fait environ 183 millions de passagers par an, ce qui est plus ou moins équivalent à Lisbonne et Bucarest. Ils circulent toutes les 3 minutes aux heures de pointe et toutes les 5 minutes pendant la journée, fonctionnant de 5h30 du matin à 11h30 du soir. Mais le meilleur atout, c'est son prix. Le métro de Pyongyang est de loin le moins cher du monde, avec un ticket à 5 won nord-coréens, ce qui revient littéralement à un demi-centime. Oui, à juste un demi-centime. En Ouzbékistan, le deuxième tarif le moins cher après celui-ci est de 11 centimes, 22 fois plus élevé. Aujourd'hui, le paiement s'effectue par carte sans contact. Les portiques affichent le nombre de trajets restants sur la carte, chaque trajet nécessitant une validation fluide à l'entrée et à la sortie. D'un autre côté, en raison de l'isolationnisme du pays, il y a souvent des pénuries d'électricité et de pièces détachées, ce qui entraîne d'importantes pannes non seulement du métro, mais aussi de tous les autres moyens de transport en commun. Mais nous parlerons des autres bientôt. Ce que cela implique pour le métro, c'est qu'il s'arrête fréquemment en plein service parce qu'il est dans un mauvais état. C'est particulièrement le cas en hiver, où les trains s'arrêtent simplement sur les rails parce qu'ils ne reçoivent pas une tension constante. La tension chute ou augmente soudainement, ce qui fait sauter le fusible sur la voie, laissant de nombreuses personnes bloquées jusqu'à ce que les réparations soient effectuées. Une grande partie de l'infrastructure étant mal construite. Et en regardant une carte du métro, on constate que tout se trouve à l'ouest du fleuve Taedong, pour une raison. Au début des années 70, la Corée du Nord et la Corée du Sud travaillaient toutes les deux à la construction de leur métro, dans une sorte de course typique de la guerre froide pour voir qui finirait en premier, évidemment à des fins de propagande. Et la Corée du Nord a en fait terminé en premier, rendant le métro de Pyongyang opérationnel en 1973, presque un an avant le métro de Séoul en Corée du Sud. Il faut reconnaître qu'ils ont commencé en 1965, soit 6 ans plus tôt que la Corée du Sud qui a débuté en 1971. Mais cela a eu un prix. Voyez-vous, quand on précipite la base, tout le reste en est affecté. En 1971, la construction d'un tunnel destiné à faire passer le métro sous la rivière Taedong s'est effondrée, tuant une centaine d'ouvriers. Et il y a des séquelles liées à ce traumatisme. À ce jour, aucune ligne ne la traverse et il n'est pas prévu qu'il y en ait. Et sur les 16 stations, seulement 2 ont été construites après les années 70, qui se trouvent être les plus grandioses. Pohang et Yonggwang. Le métro de Pyongyang est très limité dans sa portée et son potentiel, contrairement à celui de Séoul qui est un véritable chef-d'œuvre. Ensuite, il y a le métro lui-même. Il est très unique dans sa conception. C'est l'un des métros les plus profonds au monde, avec une voie située à plus de 360 pieds sous terre. En conséquence, il faut près de 4 minutes pour descendre du sol au quai via l'escalator. Le métro est tellement profond que le quai maintient même une température constante de 64 degrés Fahrenheit toute l'année, ce qui est en fait plutôt agréable. Il sert aussi d'abri anti-bombe, avec des portes blindées installées dans les couloirs.
C'est pour cette raison qu'il a été conçu aussi profondément, et en réalité, on peut voir ce genre d'usage alternatif pour le métro partout. Chaque jour à 6 h du matin, une version de Où es-tu, cher général, une chanson composée par Kim Jong-il, destinée à renforcer la communauté et à prêcher progressivement la doctrine communiste, est diffusée par haut-parleurs dans les stations. Ou si vous regardez les noms des stations elles-mêmes, ils se traduisent tous par des slogans révolutionnaires comme Victoire, Réunification et Camarades, plutôt que d'être nommés d'après des rues, des quartiers ou des personnes célèbres. Dans le métro de Pyongyang, tout concerne la propagande ou l'unité, selon l'utilisation qu'on en fait. Ces thèmes se reflètent aussi dans leur conception. Par exemple, la station Hwanggambo, qui signifie station du Sol d'Or, est décorée de fresques et de mosaïques célébrant l'agriculture et l'industrie agricole, tandis que la station Console, qui signifie station de la construction, représente les efforts de reconstruction après la destruction de la guerre de Corée. Pour être honnête, ces stations sont splendides. Pour en montrer un peu plus, voici la station Yongwang, ce qui signifie gloire. Ces luminaires extravagants et multicolores sont conçus pour ressembler à des feux d'artifice, censés représenter les célébrations de la victoire après la guerre. 2 fresques en mosaïque ornent les murs, chacune mesurant 260 pieds de long et représentant le fleuve Taedong qui traverse la capitale. Les motifs socialistes présentent clairement des parallèles avec ceux du métro de Moscou, comme la station Komsomolskaya. Et tout comme le métro de Moscou, les lignes de passagers ne représentent qu'une petite fraction d'un réseau souterrain beaucoup plus vaste, situé à 1000 pieds sous terre. Les stations sont régulièrement patrouillées par l'armée et seraient reliées à des complexes de défense souterrains, tandis qu'une série de lignes secrètes sont utilisées exclusivement par des hauts responsables du gouvernement et de l'armée. Tout cela selon Hwang Jong-yap, le Nord-Coréen le plus haut placé à avoir jamais fait défection, qui a été président de l'Assemblée populaire suprême et responsable de l'élaboration de l'idéologie Juche lui-même. Les constructions étaient si élaborées qu'une délégation militaire soviétique en visite en a été émerveillée, a-t-il affirmé. Bien que le seul métro du pays semble correct dans l'ensemble, le problème est que la Corée du Nord ne maintient généralement rien au même niveau de qualité. Voici une carte du réseau ferroviaire nord-coréen. En la regardant, il y a une quantité assez décente de voies ferrées, environ 3700 miles pour être plus précis, ce qui est en fait plus que les 2700 de la Corée du Sud. Malheureusement, elles sont de très mauvaise qualité. La compagnie des chemins de fer de l'État coréen est le seul opérateur ferroviaire en Corée du Nord, et il semble qu'il ne se soucie pas trop de l'entretien. Le mauvais état des infrastructures limite fortement les vitesses d'exploitation. Les vitesses de moyenne des trains en Corée du Sud sont de 37 à 64 miles par heure sur les lignes non à grande vitesse, contre seulement 12 à 37 miles par heure ailleurs. Seul sur la ligne Pyeongbu, allant de Pyongyang à Kaesong, des vitesses de 62 miles par heure sont possibles. Ce temps de trajet augmente aussi. Alors que la distance entre ces deux villes n'est que de 110 miles, il a été rapporté qu'un voyage peut maintenant prendre jusqu'à 6 heures. Comme je le disais à propos du métro de Pyongyang, les pénuries s'étendent aussi au chemin de fer. Par exemple, en décembre 2023, un train de passagers traversant la gare de Dangxian jusqu'à la gare de Kungol montait une pente raide lorsqu'il a été confronté à une combinaison de voies de ferrée obsolètes et d'une puissance insuffisante, ce qui a provoqué une perte de vitesse, un glissement en arrière et finalement un déraillement, tuant 400 personnes. Cela s'est aussi produit en hiver. Maintenant, je n'essaie pas d'être injustement critique ou quoi que ce soit, je veux dire, même les meilleurs chemins de fer occidentaux ont déjà déraillé et causé des morts eux aussi. Mais c'est un problème récurrent qui, honnêtement, est assez simple à résoudre car il s'agit de problèmes d'infrastructure et non d'erreurs humaines, principale cause actuelle de déraillement. Ensuite, il y a les tramways et les trolleybus. Très peu de détails sont connus sur ces deux systèmes en raison de la société fermée de la Corée du Nord. Malgré les pénuries de carburant et l'interdiction des véhicules privés qui rendent cela nécessaire, nous avons des connaissances importantes à ce sujet sur lesquelles je reviendrai dans un instant. Les trolleybus sont le moyen de transport le plus utilisé à Pyongyang après le métro. Il y en a au moins 370 en service, tous fabriqués localement, à l'exception de quelques bus hongrois Icarus, ce qui est étrange, qui desservent 12 lignes pour un total de 56 km de voies. Il a aussi été ardu d'avoir des infos sur les services hors de Pyongyang. Mais nous savons maintenant qu'environ 12 à 15 autres villes possèdent également des réseaux de trolleybus, comme Sariwon, Wonsan et Pyeongseong. Quelques autres endroits ont des réseaux très petits,
littéralement un ou deux seulement, simplement destinés à transporter les ouvriers d'une zone résidentielle vers une mine de charbon ou un site industriel à proximité, comme dans la ville de Sangyong. Pour les tramways, nous avons déjà une carte du réseau. C'est un bon début. Pyongyang possédait un réseau de tramways avant la guerre de Corée, mais il a été abandonné suite aux intenses bombardements. C'était le cas jusqu'en 1991, quand il a été rouvert en raison de la surcharge progressive des trolleybus. Il y a actuellement 4 lignes pour une longueur totale du réseau de 33 miles, et on les trouve rarement ailleurs qu'à Pyongyang, Wonsan et Chongjin. Ce qui est drôle cependant, c'est que tout comme le métro de Pyongyang possède des trains allemands, une grande partie de leur tramway provient de l'ancienne Tchécoslovaquie, mais depuis 2018, ils passent progressivement à des tramways produits localement. Revenons maintenant à ce que j'ai mentionné plus tôt. Les voitures ne sont pas primordiales en Corée du Nord. Bien qu'il soit connu qu'il est presque impossible de s'échapper de la Corée du Nord, il est aussi difficile de voyager à l'intérieur du pays. La réglementation intérieure est très stricte. Pour voyager à l'intérieur du pays, il faut un motif précis et l'autorisation du supérieur hiérarchique. Ce type de réglementation s'applique malheureusement aussi aux voitures. Sans permis spécial, un conducteur civil ne peut pas conduire seul. Le concept de voiture privée est aussi très rare. Lorsque vous combinez la pauvreté de masse, des restrictions strictes, des pénuries constantes de carburant et une industrie automobile qui ne peut produire que 40 à 50 000 voitures par an pour un pays de 26 millions d'habitants, vous obtenez seulement 2% de la population qui possède une voiture. La plupart des voitures appartiennent à l'État, ce que vous pouvez reconnaître à leur plaque d'immatriculation bleue. De plus, les plaques d'immatriculation noire indiquent qu'elles appartiennent à l'armée. Le vert signifie ambassade ou organisation non gouvernementale. Le rouge signifie ressortissants étrangers vivant là-bas. Et enfin, la plaque d'immatriculation jaune, la plus rare, signifie sans surprise citoyen nord-coréen. Ainsi, les rares routes existantes paraissent en Lemos souvent bien désertes. Cela fait de la marche et du vélo des moyens de transport très utilisés, voire les plus utilisés dans toute la Corée du Nord. En somme, les transports publics nord-coréens ont connu un long parcours, considérant tout ce qu'ils ont dû reconstruire après les bombardements de la guerre de Corée. Mais je pense qu'il reste encore beaucoup à faire pour égaler leurs homologues du Sud. Je ne sais pas si je dirais que c'est très mal conçu ou étonnamment bien conçu compte tenu de leurs circonstances. Mais ce que je sais, c'est que, étant donné l'expertise des pays asiatiques en matière de transport public, surtout les plus petits, il y a clairement beaucoup de potentiel en Corée du Nord. Choisiront-ils un jour de concrétiser ce projet ? En fin de compte, seul le dirigeant suprême peut répondre à cette question. Merci de votre attention.